etc. Donc, on apprend aussi, comme on dit, sur le tas. Et je pense qu'on va devenir des pros avec le temps. Mais pour l'instant, on est au début, au balbutiement de cette technologie-là. Alors, je souhaite la bienvenue. D'abord, les gens du Québec, parce que je sais que vous êtes plus nombreux. Les Français, parce qu'on a des invités français qui sont là aussi. Puis hier, on me faisait la remarque, un an plus tard, dans les Maritimes, il y a aussi des gens des Maritimes, donc j'imagine que ce sont des Acadiens qui sont participants. Alors, merci beaucoup d'être là un samedi matin pour le Québec et samedi après-midi pour la France et un an plus tard dans les Maritimes. Mon nom est Denise Lafont de Quel beau voyage. Et Charlotte. Oui, je suis Charlotte aussi. Charlotte est en train d'écrire. Oui, je réponds aux questions en même temps. Je suis Charlotte de chez Quel beau voyage aussi. Je me répète un petit peu aussi comme Denise pour me présenter. Donc, ça fait quelques années que je travaille avec Denise. Par mon petit accent, j'ai un lien avec la France. Je suis française, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Donc, je suis la première de ma lignée à m'installer au Canada. Ce n'est pas par bateau, mais par avion que je suis arrivée. Marion, c'est moins de choses à raconter. Mais donc, ça nous fait plaisir de vous retrouver ce matin pour parler de La Rochelle avec Marion. Alors, moi et Charlotte, pandémie, pas pandémie, nous, on a continué à monter des projets. Et la première chose qu'on a fait, c'est remonter notre site web. Je pense que c'est notre outil principal. Alors, on a tout refait. On a travaillé fort. Charlotte est très bonne en technologie. Moi, j'ai dû apprendre. Alors, je suis encore à l'école. J'ai des formations jusqu'en juillet pour être au top de ces technologies-là. Et bon, c'est correct. Ça fait partie, je pense, de l'ère actuelle et je pense qu'il faut s'adapter à cette situation-là. On a débuté des conférences, surtout sur la France. Jusqu'à maintenant, on a fait surtout des conférences sur la France. On était en train de faire le tour de la France, Normandie, Bretagne. Moi, j'ai fait le Perche, l'Alsace. Charlotte a fait le Pays de Loire. Là, on va faire le Loire-Centre. Donc, on fait le tour. Tout le monde va y passer. Belle-Île-en-Mer aussi que j'ai fait. Donc, on va y passer à faire le tour. Charlotte étant française et moi, une grande amoureuse de la France. Donc, je pense qu'on l'a à cœur. Puis, c'est sûr, c'est ainsi, nous, on ne vend rien. Là. C'est vraiment de faire rêver les gens. Le but, c'est de garder contact avec vous, de vous faire rêver, de ne pas perdre l'idée de voyager un jour. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter dans les petites nouvelles? Moi, je veux juste répondre à une question qui est plutôt générale. Juste avant de commencer, la présentation est enregistrée. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas prendre de notes ou qui vont devoir quitter, ne vous inquiétez pas. L'enregistrement se retrouvera peut-être ce week-end ou la semaine prochaine sur notre site Internet. Donc, vous pourrez revoir notre belle Marion une autre fois. Il n'y a pas de problème. Et juste peut-être faire la remarque, la différence entre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ils ont l'habitude des réunions, peut-être la petite différence pour que les gens comprennent. Oui, juste pour vous expliquer, on est bien sur Zoom. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas sur Zoom, mais on est vraiment sur Zoom. C'est juste que Zoom, certains ont l'habitude de la formule réunion. Ça veut dire que vous êtes participatif. Là, on est sur une formule webinaire. Donc, ça veut dire qu'on met le conférencier en lumière et vous êtes comme spectateur. Donc, vous pouvez simplement ouvrir votre discussion sur le côté ou le chat pour poser des questions. Vous pouvez aussi lever la main, mais on préfère que vous posiez les questions dans le petit chat parce qu'on est quand même plus d'une centaine de personnes, donc on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Et la période de questions sera à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez en poser pendant la présentation pour ne pas les oublier, mais sinon, on va y répondre seulement à la fin. C'est bon. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invitée, Marion Givelet, que j'ai eu la chance de travailler avec elle sur différents projets. Marion, ça fait 20 ans, il y a 20 ans, le travail de son mari l'a amenée à La Rochelle. Alors, Marion a quand même une histoire. Je pense que je vais vous le lire, ça va être plus simple pour moi que d'essayer de vous résumer le petit texte. Alors, je dis, il y a 20 ans, le travail de son mari l'amenait à La Rochelle.
bien qu'elle possède du sang saint-auget et une goutte d'onicien, alors c'est quand même dans la région autour de La Rochelle, elle ne savait même pas qu'il y avait 3 tours à La Rochelle. Une maîtrise d'histoire terminée cette année-là, une formation à l'Office de tourisme, notre conférencière devient guide. Et c'est là que je l'ai connue. Se spécialisant au fil des années en histoire régionale, elle donne des conférences, anime un atelier, des recherches en histoire, fait des émissions de radio et de télé. Donc, c'est une fille très occupée. Hein? En allant voir sa fille installée au Québec, elle découvre une histoire extrêmement riche qui l'interpelle particulièrement. Son ancêtre, Gilles Gibelet, marchand pelletier Rochelet en 1650. Un lien, est-ce possible? Alors, ce que Marion préfère avant tout, c'est de conter, puis c'est vrai, c'est une raconteuse, conter la vie des humains se promenant dans les rues de La Rochelle ou d'ailleurs, où le passé est présent et à chaque pas dans La Rochelle, où les environs, et si possible, en costume. Quand on lui a proposé d'écrire cette magnifique saga, elle allait devenir grand-maman. Les grands-parents sont faits pour raconter des histoires à leurs petits-enfants. C'est ainsi que son jeune héros, Nathan, est né pour raconter des aventures au cours de 1000 ans d'histoire de La Rochelle en 5 romans. Nathan et la pierre du Nouveau Monde. Et d'ailleurs, Marion nous a offert le livre, justement, qui traite du Nouveau Monde à en faire en tirage. Donc, ça nous fera un cadeau de plus pour nos enfants, pour les grands-parents qui participent. Vous avez la chance de gagner un magnifique livre de Marion. En passant, Marion, merci. Je sais qu'on t'a demandé beaucoup en peu de temps. Marion est en vacances et ses amis à La Rochelle en vélo à pied sont allés lui chercher des photos. Alors, il y a eu toute une saga par rapport au montage de la présentation. Alors, je te laisse la parole, Marion. Je sais qu'on va apprendre plein de choses. Merci encore d'avoir participé à notre folie. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des amis québécois. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de ne pas vous voir parce que je ne sais pas qui est là. J'en connais quelques-uns qui sont branchés, des amis français, bien entendu. Nathan, dont Denise parlait, m'a sauvée car c'est en se mettant sur ma deuxième adresse que nous avons enfin réussi, merci Charlotte, à nous connecter. Charlotte, je te propose, si je fais un petit geste comme ça, c'est que tu mets la diapo. On va se l'installer. On va juste... Oh, attendez. Ça ne sera pas très long. Diaporama. On va s'installer comme ça. On est correct? Est-ce que tu vois bien, Marion? Quand il part... Oui, moi je vois bien. Parfait. Quand il partait fonder un nouveau monde. Alors effectivement, dans la deuxième diapositive, vous voyez que je fais partie de l'association Pays Rochelais-Québec, filiale de la Fédération France-Québec Francophonie. Normalement, ma présidente Caroline est là aussi. J'ai mis voilà les mots scénario, présentation, mais je voulais vraiment mettre tous ceux qui m'ont aidé. Gisela, Fabrice, Jean-Claude, que vous reconnaîtrez peut-être en costume, ça n'est pas impossible. Et puis pour les recherches, Françoise Dandono, Jeannie Gracio, Christophe et de nouveau Jean-Claude. Et la petite ligne après veut dire que la script qui vérifie les anachronismes était confinée. Parce qu'effectivement, tous les personnages que je vais mettre en scène sont vrais, ont existé. D'ailleurs, je vous donnerai plus tard leur date d'un salon de généalogie. Mais il est possible que quelquefois, ils ne se soient pas connus ou ils n'étaient pas exactement au même moment. Voilà. On va commencer d'abord par le début, c'est-à-dire, bien entendu, l'histoire de La Rochelle. Aussi bref que possible, mais en fait, il y a un petit village de pêcheurs en Aunis, qui est sa région, au fond d'une baie, avec des marais tout autour. Oui. Merci Charlotte, c'était ça, avec des marais tout autour. Et dans cette baie très bien abritée, les ducs d'Aquitaine, car nous sommes en Aquitaine, cette région, les ducs décident de créer un deuxième port qui sera après Bordeaux. Bordeaux est long à atteindre. Ici, on décide. Mais il y a quelques pêcheurs, alors des bourgeois, en général, vont s'installer. Des petits bourgeois, des gens qui ont un peu d'argent, qui ont ce qu'on dirait aujourd'hui l'esprit d'entreprendre, commencer
créer une ville, créer un port. Avec eux, bien entendu, il faut des marchands, il faut des armateurs de bateaux et il faut des artisans. La mer va évidemment les emmener puisque dans ces marais, il n'y a aucun fleuve, aucune rivière. Donc, on ne peut partir que par la mer. Et la mer, on ne va certainement pas partir vers le sud. C'est le golfe de Gascogne qui est très mauvais. Quelles sont les ressources de cette ville qui est en train de naître, pardon? C'est le vin, le petit vin fruité d'Aunis, un vin blanc, et puis le sel des marais salants, bien entendu. Au XIIe siècle, cette ville de bourgeois reçoit des ducs un cadeau magnifique, une charte de commune libre. C'est la toute première ville de l'ancienne Aquitaine à être libre, bien avant Bordeaux, Poitiers, Niort, Saint-Angoulême, etc. C'est très important. Ils vont pouvoir tous les ans élire leurs échevins, choisir leur maire et se diriger avec le corps de ville totalement seuls. C'est absolument étonnant au XIIe siècle. Alors, où partent-ils avec leur sel et leur vin? Eh bien, vers l'Angleterre, la Grande Île, l'Irlande, l'Écosse, mais aussi tout le nord de l'Europe en remontant vers ce qui est d'abord pas encore l'Allemagne, la Belgique, et puis ensuite au-dessus le Danemark, la Hollande, pardon, bien entendu, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, etc. Vous voyez que ce sont des gens qui sont très aventureux. Charlotte, on peut tourner? Voilà. Ici, nous avons l'hôtel de ville de La Rochelle. Tous les ans, on élit ce maire, on élit des échevins, et les corporations d'artisans qui peuplent la ville sont très importantes aussi. Dans toute leur histoire, les Rochelais vont tenter de défendre leurs privilèges, de commerce surtout, qui sont très nombreux, et leur statut de cité libre. La ville est donc souvent assiégée, c'est vrai. Elle passe parfois sous le joug des Anglais, sous le joug des Français. Au XIVe, la Ligue hanséatique du pays des villes libres du nord de l'Europe est créée. Et nos Rochelais ne sont pas villes de la Hanse, mais ils vont avoir un comptoir dans chaque ville de la Hanse. Ça va être très important parce que, bien sûr, évidemment, c'est le commerce, ça développe ce commerce, mais aussi parce qu'en fait, tous les ans, des jeunes Rochelais partent dans ces villes libres pour apprendre la comptabilité, le commerce, la langue qui est là-bas. Et donc, c'est, Charlotte, s'il te plaît, comme ça, sauf quand je fais des grands gestes. Et donc, effectivement, dans La Rochelle, il y a des tas de jeunes qui sont là, qui sont étrangers, qui sont finlandais, norvégiens, anglais, et qui viennent aussi. Et avec ces échanges, on commence à bien se connaître. On construit des remparts très solides avec les deux tours du port, la Saint-Nicolas, la Chaîne, et puis ensuite la tour de la Lanterne au XVe siècle. La ville est entourée de remparts, elle a ses gros tours à l'entrée du port, tout va bien. Mais au XVIe siècle, il y a un très grave problème dans toute l'histoire de l'Europe qui va la remuer de fond en comble. Les chrétiens européens se séparent entre catholiques qui obéissent au pape et protestants, dans l'histoire on dira huguenots, qui suivent les confessions de Calvin ou de Luther. La Rochelle est la grosse cité libre et commerçante qui va vers le nord, qui connaît le protestantisme, du coup, forcément, et qui adhère. C'est beaucoup plus dans leur caractère de bourgeois, travailleurs, cette morale assez austère finalement, et ils adhèrent au protestantisme. Pas de pouvoir seigneurial en ville, pas de pouvoir religieux non plus. Les petites paroisses n'ont qu'un brave curé qui sait tout juste lire et écrire. Il n'y a pas de gros couvent ou d'évêque. La chambre de commerce. C'est ce qui va favoriser le fait que cette ville va complètement être transformée pendant ces problèmes de religion. Quand vous faites de la généalogie, si on parle de religion, vous allez trouver des baptêmes à Saint-Nicolas, à Notre-Dame de Cougne, à Saint-Jean-du-Perrot, Saint-Barthélemy, Saint-Sauveur, ou encore la paroisse Sainte-Marguerite, qui est aujourd'hui l'oratoire de La Rochelle.
Tous ces saints, Notre-Dame, vous vous en doutez, ce sont les catholiques, bien entendu. Mais à La Rochelle, vous allez pouvoir trouver évidemment aussi beaucoup de baptêmes dans les temples protestants ou huguenots. Le Grand Temple, le Temple Saint-Yon ou celui de la Villeneuve. Voilà, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Quand je dis La Rochelle adhère au protestantisme, c'est très sérieux, au point que la ville commence à être totalement, pas tout à fait, mais presque totalement protestante. Et nos Rochelais protestants, que font-ils? Eh bien, ils entrent carrément en rébellion contre le pouvoir central, c'est-à-dire en fait un peu contre le roi, même s'il y a un roi, ils sont avec le roi, mais ils entrent en rébellion contre le pouvoir central. Et ça va leur coûter très cher, mais ils décident qu'ils sont libres, c'est une ville libre, elle peut choisir sa religion. La Rochelle va être très souvent assiégée. Le grand siège, c'est surtout Louis XIII et Richelieu, 1627-1628, qui est achevé après plus d'1 an, considérant donc que les Rochelais doivent se défendre contre les catholiques. Et au bout de plus d'1 an, les 4/5 de la population de La Rochelle sont morts de faim. Les Rochelais sont allés jusqu'au bout en suivant leur maire que vous voyez à l'écran, Jean Guiton, qui est légitimement élu par les bourgeois de la ville. Une date très importante pour vous qui faites de la généalogie, 1685. Le roi Louis XIV révoque l'édit de Nantes, considérant qu'il n'y a plus de protestants en France. Et que vont faire les protestants? Ils vont fuir et quitter le royaume de France. 1685. Revenons un peu en arrière. En 1534, Jacques Cartier de Saint-Malo avait traversé l'eau et fondé une colonie française. Ah, d'accord. Il a planté un drapeau pour le roi de France. Mais nous, les pêcheurs de La Rochelle, il y a bien longtemps qu'on y allait là-bas de l'autre côté. En 1532, déjà 2 ans avant, les pêcheurs rochelais sont attestés partant pêcher sur le Grand Banc, la morue à Terre-Neuve, bien entendu. C'est tout à fait logique, car si vous vous mettez à l'eau à la pointe de l'île de Ré, nous sommes sur le 46e parallèle nord, et en droiture, La Rochelle arrive dans l'embouchure du Saint-Laurent. Manoir de Jacques Cartier, le Limoëlou, à côté de Saint-Malo, qui se visite et qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est ainsi que débute mon histoire. Les Rochelais partant régulièrement au XVIIe siècle chercher des fourrures, des pelleteries de l'autre côté. Et puisque les marchands sont avisés, autant rentabiliser le voyage en emportant des marchandises à l'aller, mais aussi des passagers. Rapporter des pelleteries est une chose, mais il faut nourrir, aider, protéger et peupler la colonie. Mathurin a quitté son travail. C'est la débauche. Il bagnaude un peu nez au vent sur la grande rive de La Rochelle. Il voit décharger les gabarres. Il voit les allèges. On pousse les bateaux à la pigouille. Charlotte, s'il te plaît, à la pigouille. Les navires sont mouillés en général à Chef de Baie ou dans le Havre. Vous voyez, la pigouille, c'est la perche du maraîchin qu'on voit à droite. Ah non, avant. Charlotte, avant, s'il te plaît. Charlotte, avant. Bon, je ne sais pas si Charlotte m'entend, en fait. Voilà, non. Avant. C'est pas très grave. Non. Bon. Avant. Avant. Encore avant. On se passera du port. C'est pas grave, j'ai l'impression que Charlotte ne m'entend pas. Ah voilà. On est dans la tour Saint-Nicolas, regardez. Excuse-moi Marion, je t'entends très bien. Dis-moi, parce qu'il y a peut-être un petit décalage quand je passe la diapo, puis quand tu parles. Non, c'était bon, le port de La Rochelle. Continue. Ouais. Continue. Continue. Voilà, c'est bon. OK.
On va reprendre. Ça, c'est dû au problème qu'on a eu au début. Je ne peux pas le passer moi-même. Donc, je parlais de Mathurin, qui est peut-être venu dans la tour Saint-Nicolas, regarder vers le vieux port d'aujourd'hui, la grande rive de son temps. Nous sommes bien entendu au début du XVIIe siècle. On voit la pigouille du maraîcher. Oui, parce que je voulais vous dire que nous sommes dans la semaine de la francophonie, donc bien entendu, je vais me servir quand même de quelques jolis mots. Donc, c'est la débauche, comme on dit en charentais, on embauche le matin, on débauche le soir, et il bagnode, nez au vent, sur la grande rive. Il regarde décharger, il regarde, les navires sont plus loin, en décharge avec des allèges et des gabarres, des petites barques, et selon la marée et le temps, peut-être que les navires sont dans le Havre, derrière les deux tours. Et il y a les cris des gens sur les quais, des appels pour envoyer une amarre, les ballots, les barriques, les futailles, comme on dit en charentais, des caisses, des sacs de toile, des saveurs, des odeurs, du bois. Mathurin connaît bien ce spectacle. Il adore traîner le soir à la débauche et ce spectacle est permanent dans ce grand port de commerce. Il longe les remparts de la ville, s'infiltre dans une porte ouverte sur les remparts et tourne à dextre par la porte de la grosse horloge. Vous avez à droite d'ailleurs le fier drapeau des Huguenots qui flotte sur la tour de la chaîne. Et puis Mathurin, il a le gosier un peu sec. Il s'en va au Cheval Noir, rue Chef de Ville, boire une petite chopine de vin de Nice. Là, il y a les tonneaux renversés et les tabourets autour, et le voilà qui boit tranquillement sa chopine. Et puis par la porte de la taverne, il voit son ami Étienne qui arrive. « Ah, Étienne, viens donc, viens avec moi, viens t'installer. C'est la fin du travail. » Étienne arrive, il est très content. « Tu sais, Mathurin, la charpente est presque terminée rue du Cordouan. On va bientôt mettre les fleurs aux fêtes de la charpente. » Mathurin, lui, raconte à Étienne qu'il a entendu les marins parler en déchargeant le Saint-Symphorien tout à l'heure. Et Mathurin rêve. Et si on s'engageait? Si on quittait la vie, si on quittait les parents, si on allait tenter fortune, fonder famille. Le nouveau monde là-bas, il est libre, il est pur. Il y a les forêts, le gibier, on peut cultiver, les villes sont nouvelles. C'est l'aventure, la gloire peut-être, allez savoir. Étienne hésite, pourquoi pas partir? De toute façon, à La Rochelle, j'ai mon travail, oui, c'est vrai. Il est parfois difficile. Mon père, par exemple, a été requis aux fortifications de la ville pour travailler par le corps de ville. Alors, allez là-bas, comment ça se passe? Mathurin lui raconte. J'ai demandé au marin. Il paraît que tu vas chez un engageur et puis tu signes un contrat de 3 ans. Et ce contrat de 3 ans avec ce notaire, eh bien, on t'appelle aussi 36 mois, il t'envoie sur un bateau chez ton engageur, de l'autre côté. Tu travailles 3 mois. Et qu'est-ce que tu ferais ici? Toi, tu as ton travail, mais sinon, on va se louer aux vendanges, aux moissons, à ramasser le sel. Et après? Oui, dit Étienne à Mathurin, mais pour fonder famille, il faut des filles. Est-ce qu'il y en a là-bas, dans la colonie? Hein? Comment on fait sinon pour fonder famille? Charlotte? Voilà. Là, on a des enseignes, la Maison Blanche, un charpentier de marine, cette fois-ci à gauche, et le Sermontant à droite, où certainement d'autres jours, Mathurin a dû aller un peu se rincer le gosier. Alors, Mathurin, c'est qui? Il existe vraiment Mathurin. Il s'appelle Mathurin Marceteau, il est maçon et tailleur de pierre, et il partira sur le navire le Saint-André avec Étienne. Avec lui sont partis plusieurs charpentiers, des maçons pour bâtir la colonie, mais aussi Jacques Millet, qui est défricheur et faiseur de treilles. Ces beaux mots francophones. Jean Broutier aussi, 18 ans. Mathurin Régny, 25 ans, tonnelier et laboureur de l'île de Ré. Ou encore Élie Charrier,
37 ans, tanneur vendéen. Tous s'engagent pour l'engageur François Perron à La Rochelle devant maître Charbonnier, notaire. Il signe, comme toujours pour 3 ans, à 75 livres par an. Par aussi un maître menuisier, maître dans sa corporation, bien entendu, qui est également sculpteur. Et lui, il doit, je le cite, servir les sœurs Ursulines de son métier ou d'un autre emploi honnête. Sœur Ursuline, pour 110 livres par an, avec tous les outils qui lui seront fournis. Et ce maître menuisier reçoit même 40 livres d'avance pour faire son métier. Alors Mathurin et son ami Étienne montent par la rue du Palais et ils vont vers la place du château à La Rochelle. Mathurin y a de temps en temps croisé Catherine. Il sait qu'elle vient au Puy-Doux le soir avant souper. Le Puy-Doux, c'est un puits qui a de l'eau douce, comme son nom l'indique. On dirait que tous les puits ont de l'eau douce. Eh bien, pas forcément. Vous savez, les fontaines et les puits qui se trouvent en bas de la ville, au bord pas très loin de la mer, encore quand on est en morteau, bon, c'est un peu saumâtre. Mais quand on est en Malines, en grande marée, vous avez tout risque de ramener un seau d'eau, bien d'eau de mer, plus qu'autre chose. Étienne, Mathurin, c'est ta promise? Non, pas du tout, je la connais juste comme ça. Elle est là, Catherine, vêtue en sage pensionnaire de la Providence. Sa petite coiffe blanche essaye de cacher quelques mèches blondes rebelles. Sa grande jupe brune qui balaye le sol, gonflée par le vent, son jupon épais, un long devantio bien blanc la recouvre. Ses bas, entrevus sous la jupe, sont beiges, glissés dans ses beaux. Ah, les beaux, c'est les sabots en charentais. Camisole, veste et châle, et voilà, qui complète sa tenue avec une grande croix qui brille sur la poitrine. La Providence, c'est la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de la Providence qui est fondée en 1659 par Isabeau de Mauriette. Et la présence des filles, vous aurez deviné qu'on va les appeler des filles du roi, sont là 2 ans plus tard, dès 1661. Ensuite, il y aura aussi des petites filles arrivées à 8-10 ans au couvent de la Providence, qui vont donc être élevées au moins 10 ans là-bas et qui sauront donc lire, écrire et compter, ce qui est extrêmement rare au XVIIe siècle, même pour un garçon en général. Ça leur donne une très grande responsabilité et elles vont être très recherchées car si elles savent compter, elles sauront tenir leur ménage, c'est sûr. On parle beaucoup des orphelines de la Providence, mais il n'y a pas que des orphelines. Il y a aussi des jeunes filles qui sont remises par leur famille au couvent pour apprendre justement à être bien éduquées. Il y a des catholiques, couvent de sœurs catholiques, mais il y a aussi des protestantes, bien sûr. On pense bien que les sœurs vont être chargées d'en faire de bonnes catholiques, ça c'est certain. Ces demoiselles, dans les 18 ans à peu près, peuvent signer un contrat avec le roi de France. Elles vont avoir droit au grand titre très respectable de fille du roi si la deuxième condition est remplie, partir sur un bateau du roi ou payé par le roi. Quand le roi est riche, en général quand même le cas, elles ont une dot, un peu d'argent pour s'installer, pour fonder leur ménage. Et quand il est très riche, elles vont recevoir même un trousseau. Le trousseau, les draps, des mouchoirs, des coiffes, un peu de vêtements, etc. Font des familles, pourquoi pas? Car là-bas, ce sont souvent au début, en tout cas, et pendant des dizaines d'années même, des gens du Poitou, de Charente, de Vendée. Alors, on était encore entre pays. Pour les orphelines, de toute façon, elles n'ont pas vraiment le choix. Quand elles sont éduquées 10 ans à la Providence, que feraient-elles? Elles sont un peu obligées de partir. Qu'est-ce qu'il leur reste sinon? Filles de ferme ou filles d'auberge, les orphelines, autant partir. Notre Catherine, qui est en train de tirer son seau d'eau de bois au puits d'Oux, raconte
L'autre jour, la mère supérieure les a appelées. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, présentez-vous toutes sur l'heure de midi au réfectoire. Bien habillées, je vous prie, coiffe impeccable, cheveux bien coiffés. Je ne veux rien voir dépasser, mettez tous vos beaux atours. Nous avons ri. Alors, Jeanne, voilà, Jeanne, elle est toujours en train de blaguer, Jeanne. Jeanne s'est mise à rire. Hé, on reçoit le roi, ma mère? Non, c'est Jeanne. La mère l'a menacée. Si tu n'es pas sage, tant pis pour toi, tu n'iras pas à la réunion et ça pourrait pourtant changer ta vie, Jeanne. Réfléchis bien. Jeanne n'a plus rien dit. Qui est arrivé derrière la mère supérieure par la porte de côté du réfectoire? Marguerite Bourgeois, grande dame, qui est à La Rochelle pour quelques jours et qui doit parler aux filles. Et Marguerite Bourgeois leur raconte cette histoire de contrat, devenir les propres filles du roi. Le vitrail de Marguerite Bourgeois dans l'église de Brouage. Venez, suivez-moi, on a besoin de vous. Marguerite Bourgeois est une grande dame qui a créé la congrégation des dames de Marguerite Bourgeois et cette tenue tout à fait étrange, une robe avec jupe plissée, en haut des grandes manches très larges avec un large rabat, un espèce de fichu sur le dos, carré, blanc et pointu devant, qu'on laisse tomber sur les côtés, et puis sur la tête, un genre de coiffe blanche, et par-dessus, cette espèce de foulard noir. Les deux sont pointus et on les noue sous le menton. J'ai vu à La Rochelle comme guide, car je suis guide donc, des dames d'un certain âge qui avaient été au couvent élevées, évidemment chez vous, par les dames de Marguerite Bourgeois et qui connaissaient très bien ce costume. Elles disaient « Oh, le costume de nos professeurs, oh, bah, la professeure de maths, oh là !» Bon, je n'en dis pas plus. Une ceinture en corde de chanvre et elles ne sont pas religieuses, mais elles ont un peu la vie quand même des religieuses. Marguerite Bourgeois, elle viendra 5 fois à La Rochelle pour partir embarquer dans des bateaux, apporter avec elle, si possible, de l'argent, du matériel, amener des recrues pour sa congrégation et, si possible aussi, en faire quelques-unes en plus à La Rochelle. Et Marguerite Bourgeois, donc, attend avec les autres le bateau à la Providence, au couvent de la Providence. Vont passer aussi à La Rochelle beaucoup d'Ursulines de Tours et d'autres congrégations moins importantes. Quant aux hommes, aux religieux qui passent par La Rochelle pour embarquer, ce sont surtout des jésuites et des récollets. Et c'est au collège des jésuites Rochelais qu'ils seront hébergés avant de partir. Catherine. Je crois quand même que je vais aller signer demain et partir en Nouvelle-France. Fille du roi. Mais ça fait rêver, n'est-ce pas extraordinaire? Et puis là-bas, on a quand même une vie qui va probablement nous changer un peu d'ici et du couvent. Marie, sa cousine, a envoyé une lettre à Catherine. Marie est partie 2 ans avant. Et dans cette lettre, elle lui a raconté, oui, le voyage en mer, alors il peut être un petit peu long. Hein. Bon, 35, 40 jours, Marie lui a un petit peu arrangé les choses. À l'arrivée, évidemment, on n'est pas fraîche. Hein. Sur le bateau, ce n'étaient pas les meilleures conditions. Et à l'arrivée, sur le quai à Québec, ou si on va jusqu'à Montréal, Ville-Marie, eh bien, il y a les garçons. Ville-Marie, à ce moment-là, 1663, a donc 22 ans. Les garçons sont sur le quai, un peu niais, qui regardent les filles par en dessous, leur chapeau à la main. Celle-là, ils se poussent du coude. Oh, celle-là, peut-être pas mal. Bon, écoute, on va voir. Alors, comment on va voir? Eh bien, les dames de Marguerite Bourgeois organisent des rencontres tout à fait comme il faut. Les garçons d'un côté, prêts à se marier, 5 garçons en moyenne pour une fille qui débarque. Et puis, les filles en face. Et puis, on se regarde comme ça, un peu intimidé aussi. Et puis, on sait qu'on va quand même choisir son mari pour la vie entière. Alors, le divorce n'existe pas, bien sûr, et inutile d'y penser. Donc, c'est quand même bon. On choisit. Qui choisit? La fille. C'est la fille qui choisit son mari, mesdames.
La fille choisit son mari et voilà qu'on va se marier, le curé publie les blancs, tout le monde ça, ah, bah oui, mais alors quelquefois, vous savez, le garçon, il est seul depuis longtemps, il a 20 ans, il est bien jeune, bah ils vont se marier, la fille, alors, il arrive qu'on devance un peu le curé, oui, mais c'est que les amis le savent. Et que font les amis quand on devance le curé? Eh bien, sous les fenêtres du jeune couple, ils font le grand charivari. C'est pas un mot de chez vous, les Québécois, charivari, c'est un mot charentais. Tout le bruit possible pour dire ah, ils ont devancé le curé. Et puis, d'ailleurs, dans les mots, eh bien, ici, on parle aussi, dit Marie, à Québec, on parle aussi des petits drôles et des drôlesses, comme à La Rochelle. Et on menace les enfants qui ne mangent pas leur soupe de la ganipote. C'est pas un certain restaurant, les Québécois, du côté de Montréal, là, qui s'appelle la ganipote. C'est le croque-mitaine charentais. Tu vois, dit Marie à Catherine dans sa lettre, tu peux trouver un gars de chez nous, un charentais. Et effectivement, Marie Polo, P-A-U-L-O, ou P-O-L-O, cousine de Catherine, est née vers 1646 à La Rochelle. Elle part et épouse en 1659 à Montréal Daniel Panier, également de La Rochelle. Et oui, ils se sont trouvés là-bas. Et ils auront 4 enfants. Par contre, Marie serait probablement décédée en France, car on a un acte de décès, mais qui est en train d'être vérifié par un généalogiste de Pays Rochelais, Québec. Et notre Catherine, bien justement, elle s'appelle Catherine Polo. Elle est fille du roi, ce que n'est pas Marie. Elle est partie de la Providence. Elle est née paroisse Notre-Dame de Cougne vers 1645, fille de Pierre Polo et de René Cordelette. Elle part sur l'Aigle d'Or, qui emporte le premier contingent de filles du roi le 30 juin 1663. Le voyage de Catherine, de l'Aigle d'Or et des autres filles sera effroyable. Tempête, accidents, problèmes en tout genre, 111 jours de mer. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. C'est très drôle parce que je n'entends pas vos réactions, alors ça me gêne un peu. J'imagine, 111 jours de mer. Catherine Polo épouse Étienne Louis Campeau, habitant maçon, on est là-bas, et maître taillandier à Montréal le 26 novembre 1663, soit à peu près un mois après son arrivée. Ils n'ont pas chômé. 111 jours de mer, on a à peine fini d'être malade et on est un petit peu reconstitué et on se marie. Hop, ils auront 14 enfants. 7 filles et 7 garçons. Contrairement à ce qui peut se dire, et en France vraiment, on le dit et on le répète, ce sont des jeunes filles tout à fait convenables qui sont parties de Dieppe, de Rouen, de la Salpêtrière à Paris et encore de La Rochelle, bien entendu. 43 filles du roi de Charente-Maritime, dont il y a eu, en Charente-Maritime, 43 filles du roi qui portent le titre, dont 17 rochelaises. Ça, c'est le petit signe pour Charlotte. Ce sont les filles du roi qui signent. Et c'est une reconstitution de 2013. Je vous en parle tout à l'heure. Environ 700 jeunes filles partiront de divers ports français. Je dis jeunes filles, c'est faux. J'ai vu des filles du roi qui étaient des commerçantes, par exemple veuves, et qui avaient droit au titre de filles du roi. Elles partiront 700 entre 1663 et 1673, en 10 ans, pour peupler la Nouvelle-France. Alors, on connaît aussi le bateau L'Espérance, au Sieur Allaire, qui partira le dernier, probablement le 11 juillet 1673. L'Espérance, voilà. C'est une reconstitution, je vous en parle. Quelques filles du roi Rochelaises pour les généalogistes. Louise, j'ai promis à Denise alors. Louise Gargotin, baptisée catholique, qui épouse en Nouvelle-France Daniel Perron de La Rochelle, protestant. Et ça, c'est très rare, une catholique épouse un protestant. C'est le fils de l'engageur François Perron, qu'on a déjà évoqué. Daniel a fondé un comptoir pour son père là-bas. Ça, il y a le père à La Rochelle, le fils avec le comptoir à Montréal. Et Daniel Perron, protestant, épouse la Rochelaise Louise Gargotin. On a aussi un nom très connu, Marguerite Hardion.
Marguerite Ardian, c'est un cas particulier parce qu'elle est veuve. Elle part avec son fils Laurent Baudet, qui n'a qu'un an. Il résiste. Et son fils Laurent épousera beaucoup plus tard Marie-Louise Crevier en 1684. On a également Catherine Moitié, baptisée à Saint-Barthélemy, Marie Target, Marie-Catherine Pilard de Notre-Dame de Couille, Michel Lesdille, qui attend l'homme de sa vie à Trois-Rivières. Eh bien oui, ce sera un Rochelet, encore une fois, elle va l'attendre là-bas, Pierre Gilbert dit Lachasse, qui a signé auprès du notaire Cherbonnier. Il se marie en 1685. Mais beaucoup de filles du roi se marieront, puis deviendront veuves, se remarieront de nouveau, certaines même 2 fois, 3 fois, et souvent en moyenne une quinzaine d'enfants. On dit que c'est énormément, non. C'est qu'en France, un enfant sur 2 mourait. On ne donnait même pas de prénom avant 1 an. Alors qu'au Québec, enfin en Nouvelle-France à l'époque, au Canada français, excusez-moi, il faut être strict. Donc au Canada français, avec le climat que vous avez là-bas, eh bien, les enfants étaient tous en parfaite santé. En 2013, 37 femmes et jeunes filles québécoises représentant chacune une fille du roi, leur ancêtre ou non, sont revenues faire le voyage des premières filles du roi et ont embarqué à La Rochelle. Et sur le couvent de la Providence, nous avons voulu mettre une plaque avec l'association des filles du roi pour expliquer, en leur honneur bien sûr, pour expliquer sur le mur du couvent de la Providence leur histoire. Charlotte, si tu as le couvent, ça me fait penser à une chanson. Allez, n'ayons peur de rien. C'est très important cette plaque parce qu'aujourd'hui, la Providence, c'est le nom de la grande école publique, privée de La Rochelle, lycée, école et tout. Et il fallait quand même que les jeunes sachent ce qu'était avant le couvent. Une chanson? Allez. Comment suis allée de La Rochelle, comment suis allée. Vous pouvez chanter, ceux qui connaissent. De La Rochelle, je suis partie tout en pleurant, naviguant, ô ma ville. Je suis partie tout en pleurant, naviguant. Je regrette ma belle ville, je regrette ma belle ville. Ces pavés blonds et ces arcades en naviguant vers le large, ces rochelets et ces 3 tours en naviguant. J'ai arrangé les paroles, ce n'est pas du tout les paroles. On répondra aux questions à la fin, madame. Je vois une question, c'est très gentil. Étienne, on revient à Étienne, réfléchis. Plus continue, voilà, parfait. Étienne réfléchit. C'est quand même une grande décision de partir. Il faut quitter sa famille, ses amis, sa ville, ses habitudes, peut-être même son métier. Il paraît que le climat là-bas, sur cette terre toute neuve, est quand même bien rude pour un Charentais, surtout qui n'a jamais vu la mer, qui n'a jamais vu la neige. Si, mais pardon, je regarde des photos en même temps, excusez-moi. La terre est bien rude pour un Charentais qui n'a jamais vu la neige. Il paraît que là-bas, il y en a de la neige. Et on lui a même dit que si on vous dit il fait fret, hein, tu peux sortir ta tuque et tes mitaines. Ouh là là, il y en a des mots là-bas. Mais, pense Étienne, avoir sa cabane, sa terre, être libre, il y a certainement bien de l'ouvrage pour un gars courageux comme lui, un charpentier, quand on construit une ville. La nature, la chasse, bâtir, créer, l'éveiller entre amis, fonder famille, voir ses fils, l'aider un jour, ses filles rire. En réfléchissant, Étienne retrouve Mathurin, encore une fois sur le bord du quai. Ils déambulent vers la grande rive. Ils vont vers la petite rive où on décharge les marchandises. Ils vont rêver vers la tour Saint-Nicolas. La tour Saint-Nicolas, elle est de travers, dit Mathurin en se moquant. Oh, comment elle est de travers, dit Étienne. Elle est un peu de travers, mais t'inquiète pas que mes ancêtres l'ont construite sur un bon radier de bois de chêne bien costaud, comme le chêne dont on fait les coques des vaisseaux. La tour Saint-Nicolas, aujourd'hui, elle a déjà 3 siècles. Moi, je suis sûre qu'elle est encore là pour quelques siècles. Étienne n'a pas tort. La tour Saint-Nicolas, elle est encore là.
C'est même la plus vieille tour fortifiée de France, encore dans cet état. À côté de la tour Saint-Nicolas, ils découvrent un autre garçon de leur âge qui est vêtu d'un étrange costume brun. Il a un grand chapeau de feutre noir sur la tête et il est en train de rêver lui aussi, mais en regardant la mer avec angoisse. Alors ils font connaissance, Étienne, Mathurin. Ah, moi je suis Jean-Louis de la Creuse. Bon, chez moi je traînais un peu, j'étais laboureur, manouvrier. C'était dur, je n'étais pas très payé. Et puis je dormais dans un coin du grenier, sur un galetas là-bas. Et puis, à l'auberge où j'étais allée prendre une petite chopine, il y avait le sergent recruteur. Et le sergent recruteur, il savait parler. Hein. Ah, mon gars, tu veux quitter la terre qui colle à tes sabots? Tu n'as pas d'avenir ici. Tu n'auras jamais rien à toi. Propriétaire de quoi? De rien, à peine de tes sabots. Alors, ah, soldat, par contre, ça, c'est une belle vie. Puis le roi, il a besoin de vous. Hein. Faut aller là-bas. Il y a les sauvages, il faut les mettre au pas. Il y a même les Anglais. Alors, si tu veux te battre, mon gars, là, tu as de l'aventure. La gloire, tu peux devenir général un jour peut-être. Et Jean-Louis a signé pour 7 ans au régiment de Carignan-Salière. Il a même reçu un peu d'argent, une première solde pour le voyage. Mais oui, parce qu'il était dans la Creuse avec ses sabots aux pieds, et puis le rendez-vous était à La Rochelle. Ça fait une trotte, hein. À La Rochelle, comme les autres de sa compagnie Chambly qu'il a retrouvée, il est logé chez l'habitant, Jean-Louis. On a séparé les compagnies parce que ça ne se passe pas toujours très bien. Ils se battent un peu, les soldats, ils s'embêtent. En attendant, cette ville, personne ne les connaît, on peut y aller. On vole, des choses pas très belles sur les filles. Il y a même eu le meurtre d'un officier récemment. Alors, les compagnies, on les a envoyées à attendre à Brouage, à l'île de Ré, un peu partout, et d'autres à La Rochelle. Et lui, Jean-Louis, il est à La Rochelle. Il a reçu son uniforme. Les premiers entraînements ont eu lieu le long de la côte, sur la place du château, tout là-haut en ville, là où Catherine tirait son seau au puits. Regardez, dit Jean-Louis, mon uniforme tout neuf, mon ceinturon et mon épée. Les bas, les chaussures, les guêtres, mon pantalon sous le genou qu'on accroche à la taille, et puis la grande chemise blanche sans col, la veste brune à demi-manche, regardez, avec des parements gris retournés, et puis le baudrier, le grand fusil, hop, on change, et la sacoche avec les balles, l'étoupe et le silex pour faire partir le fusil. Ah oui, dit Mathurin, et ça, qu'est-ce que c'est? Ces petites boîtes en bois là qui font un bruit d'enfer quand tu bouges. Voilà le fusil. Tiens. Ah ben ça, je l'ai trouvé sur les murs de La Rochelle, au plomb du Canada 1742. Ben oui, c'est comme ça, au détour de la ville. On y faisait probablement des balles pour les fusils. Et ça, demande Mathurin, ces petits bouts de bois là, ces petites boîtes en bois qui font ce bruit d'enfer quand tu marches. Ah, répond Jean-Louis, ah, c'est étonnant, non? L'autre jour, je suis allée retrouver des anciens qui jouaient au dé à la taverne. Je venais de toucher mon uniforme. J'étais bien fière. Mais ces machins-là me gênaient vraiment. Je leur ai demandé pourquoi ces poires étaient en bois. Charlotte, tu peux retourner en arrière, s'il te plaît? Je leur ai demandé pourquoi ces poires étaient en bas, en bois. Et ils se sont esclaffés tous les deux, ils en ont lâché les dés sur leur tambour. Ils se claquaient des grands coups de main sur la cuisse. T'es bien un bleu, toi. Mais non, stupide drôle. Regarde, compte-les. T'en as combien? Des boîtes en bois, comme tu dis. Ben, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, ce sont les 12 apôtres. Mais non, il y en a 13, j'ai quand même compté, je répondis un peu vexé. Ouais, le 13e compte pas pareil, c'est pour le bassinet. Ce sera le Carignan-Salière, premier régiment en France à porter un uniforme, et également premier régiment envoyé par le roi pour aider les colons en 1665.
Le soldat gagne en un an ce qu'un général gagne en un jour. Parmi les officiers du régiment, il y a toujours un intendant. Eh bien, le premier intendant du régiment de Carignan-Salière s'appelle Jean Talon. Pour la religion, il est obligatoire d'être catholique dans l'armée, on n'a pas le droit d'être protestant. Ils font leur temps, ces soldats, 7 ans en général, et puis s'ils le veulent, eh bien, ils vont rester. Le gouverneur, comme pour les engager, leur donne une terre, ils sont chez eux, mais en plus, ils ont une solde à vie. Ils sont payés une pension. C'est très intéressant pour les filles. Alors Jean-Louis demande comment s'appellent les tours, les 2 tours. Saint-Nicolas, patron des gens de mer, et la Chaîne. Charlotte? La Chaîne. Ben pourquoi? Voilà, à droite, la Saint-Nicolas, au milieu, la Chaîne, et au bout, la lanterne. Très jolie photo de mon ami Gisela. Mais pourquoi, Jean-Louis dit, pourquoi la Chaîne? Parce que le soir, au couvre-feu, on tend la chaîne qui est présentement sous l'eau, avec un gros treuil, on tourne, la chaîne s'enroule, la chaîne remonte, et ça barre l'entrée du port et interdit d'entrer dans le port quand la chaîne est mise. Jean-Louis se met à fumer sa pipe en terre blanche, des marins et des soldats, il s'étouffe. Alors les autres esclaves, évidemment, vexés, j'ai dit. Et sinon, si on ne respecte pas votre espèce de chaîne-là, ben sinon, tu vois les 3 tours, dans chacune, tu as la prison, tu vas y aller. Il y a la lanterne là-bas qui ressemble à un clocher, et l'autre là-bas, on voit, non, ça, c'est pas une tour, c'est l'église Saint-Jean-du-Perrot. Jean-Louis Barito embarque le 19 avril 1665 sur le Vieux Siméon avec sa compagnie Chambly. Il sera surnommé La Marche. Beaucoup de soldats ont un surnom, vous verrez. Et il se marie à Montréal vers 1671 avec Marie Vara. Le fils, tiens, c'est un nom amusant ça, d'André Robert. Tu es là, André? André est le président de Québec-France, nos amis de l'autre côté. Le fils d'André Robert et de Catherine Bonin, baptisé le 12 août 1638 à Sainte-Marguerite, est artisan cordonnier, mais il part après avoir signé au régiment de Carignan-Salière. Il épouse Marie Bourgerie à Trois-Rivières et ils auront 11 enfants. Les soldats des compagnies franches de la marine gardent la ville et ils encadrent un peu les Carignans qui font bien des bêtises. Ils guettent sur la rue, sur les murs, par les créneaux. Et puis ils guettent un peu aussi du côté du chenal d'entrée de La Rochelle, voir si un ennemi n'arriverait pas par là quand même. Mais revenons à nos 2 jeunes du début. Mathurin, on a vu qui c'était, et Étienne. Je ne sais pas si Louise est là, mais évidemment, Étienne s'appelle Truteau. Il signera le 8 juin 1659 devant le notaire de Montereau. Il est complètement rochelais, Étienne Truteau. Et il signe dans la maison du sire Jacques Mounier à La Rochelle. Il embarque le 20, voilà l'engagement d'Étienne, il embarque le 29 juin 1659. Ils mettent à la voile 3 jours plus tard, le 2 juillet, depuis le mouillage de Chef de Baie, sur le Saint-André, qui arrive en vue de Québec le 7 septembre. Eux, ils ont mis 2 mois, ils ont eu beaucoup de chance. Et le 10 janvier 1667, Étienne Truteau, charpentier en gros, est à Montréal, où il épouse ensuite Adrienne Barbier. Ils auront 14 enfants. L'association des Truteau et Trudeau, puisque c'est le même nom, d'Amérique, leur a trouvé une belle devise, fortitude et bel ouvrage. Étienne Le Rochelet est l'ancêtre de tous les Trudeau d'Amérique. Non, j'insiste un peu parce qu'il est possible que les Québécois connaissent quelques Trudeau. C'est peut-être possible. Donc, oui, Justin Trudeau et Rochelet, nous l'attendons à La Rochelle. Le maire de La Rochelle l'a invité. Il viendra. Doutant de printemps, ce 9 mai 1641, la marée est à l'étal. 2 bateaux chargés depuis la veille, avec soldats et passagers embarqués, vont bientôt lever l'ancre et quitter La Rochelle. 9 mai 1641. Dans l'un, un grand seigneur, Paul Chomdet, sieur de Maisonneuve.
Né le 13 février 1612 à Neuville-sur-Vanne, il a été recruté par Jérôme Leroyer, cofondateur de la Société Notre-Dame, pour aller bâtir une deuxième ville dans la colonie de Nouvelle-France. Avec lui embarquent 25 artisans, le futur aumônier des Ursulines de Tours et un chirurgien qui sera bien utile. Le deuxième bateau, il est pour Jeanne Mance, une sainte femme née à Langres en 1606, fille de procureur d'une famille aisée. Elle apprend le métier de soignante durant la guerre de 30 ans et les épidémies de peste. Elle se sent une vocation de missionnaire et croise la route d'une jeune veuve, Angélique de Bullion, qui lui propose d'aller fonder à Montréal, qui va être simplement Ville-Marie, le premier hôtel-dieu ou hôpital. Et en ce 9e jour de mai 1641, dans son bateau à elle, elle emmène des jésuites, des colons, 11 artisans, plus l'équipage, bien sûr. La veille aussi, Jeanne Mance et Paul Chomdet, sieur de Maisonneuve, l'équipage, les passagers qui partent avec eux, se sont recueillis et ont été bénis comme tous les partants dans l'église Saint-Sauveur de La Rochelle, celle qui a conservé son grand clocher malgré le grand siège. Agenouillés, ils sont remis à Dieu, leur patron, celui de leur ville ou leur village, ou à Saint-Sauveur qui a toujours protégé les marins en partance. C'est grande liesse dans la cité. Il y a beaucoup de monde. Les gens chantent, les enfants courent partout. Saint-Sauveur de La Rochelle. La vie commerçante s'est arrêtée. Les remparts ont été détruits par le roi Louis XIII après le grand siège, sauf la rue sur les murs, entre la tour de la Chaîne et celle de la Lanterne. Les Rochelais sont sur la rue sur les murs, mais aussi sur tout le long de la baie des deux côtés de la côte. C'est une ville très riche qui salue les partants. Et vous vous rappelez, c'est avant, ce n'est même pas 15 ans après le grand siège de La Rochelle. Par un sort tout à fait étrange, Jeanne arrivera le 8 août, soit 3 mois après son départ de La Rochelle. Mais on attend désespérément Chomdet de Maisonneuve. Les jours passent, s'ajoutent aux jours qui passent. On envoie des canaux tout au bout là-bas sur le Saint-Laurent pour voir s'il arrive. Rien. On commence à être inquiet, on va écrire au roi qu'il envoie un autre gouverneur. Il est mort en mer, c'est sûr, il est perdu. Quand soudain, après presque 5 mois de traversée effroyable, arrive le bateau de Chomdet de Maisonneuve. Futur créateur puis gouverneur de Ville-Marie, chez Laga auparavant, il a essuyé des tempêtes, des maladies et tout ce qu'on peut. Ville-Marie, Montréal, sera la deuxième ville créée dans la colonie, évidemment, après Québec et Samuel Champlain. Vous connaissez tous son histoire. Vous savez que sur le socle de Champlain, devant le château Frontenac, il y a écrit « Né à Brouage en Saintonge » avec un X, puisque c'est ainsi qu'on écrivait autrefois en charentais le S, mais on prononçait quand même Saintonge. Et donc, il a tracé les contours de Québec presque 40 ans plus tôt, en 1608, comme tout un chacun le sait, bien entendu. Chomdet bâtit les premières habitations de Ville-Marie presque un an après son arrivée, le 17 mai 1642, sur l'actuel Pont-à-Caillère. Champlain, c'est assez paradoxal, est parti non de La Rochelle alors qu'il est né à 60 km, mais de Honfleur. Il détestait les Rochelais qui étaient mercantiles et qui ne pensaient qu'à leur commerce. Jeanne Mance est aussi engageur. Voilà un extrait des rôles du Saint-André sur lequel elle est partie le 2 juillet 1659. À Jeanne Mance, engagée pour l'Hôtel-Dieu de Montréal. Pierre Perrusseau, laboureur. Pierre Moreau, de La Rochelle. Jacques Boumin, de la paroisse d'Elle, en Vendée. Noël d'Avignon, maître maçon de La Rochelle. Beaucoup de maçons et tailleurs de pierre d'ailleurs, comme quoi les Ursulines devaient construire, bien entendu. Et l'Hôtel-Dieu, on était en train de le terminer. Mais elle a aussi recruté des engagés d'Auvergne, de Paris et d'Anjou.
Je vous rappelle que les engagés, c'est toujours 3 ans. On rentre ou on reste et on reçoit une terre du gouverneur. Parmi ces 5 départs, Marguerite Bourgeois sur le Saint-André avec Étienne Truteau verra la peste se déclarer, avec elle des sœurs Ursuline de Tours qui vont soigner. Ça va très très mal se passer, mais il arrivera quand même quelques personnes, heureusement pour vous les Québécois, Étienne Truteau. Les familles et les négociants, eh bien, on a l'exemple de François Perron dont on a déjà parlé, qui est engageur, qui est armateur et qui est négociant et qui a envoyé son fils fonder le comptoir familial. On a aussi, par exemple, Angers, où Ange Grignon, marchand rochelais, baptisé en juillet 1945 à Saint-Jean-du-Perrot, fils d'Antoine et de Suzanne Suppet. Charlotte, s'il te plaît. Il s'installe à Sillery en 1667, puis à Québec 20 ans plus tard. Une jolie rue à Arcade de La Rochelle. Le maître Cloutier Bonnard, dit La Fortune, marié à Jeanne Richer, qui s'engagent avec elle tous les deux devant le notaire Teuleron et qui partent pour Fort-Saint-Pierre en 1641. Ah, une famille qui me fait sourire. Aventureuse, peur de rien, foi en l'avenir, Robert Cormier et sa femme Marie Perrault, qui partent de La Rochelle sur le Petit Saint-Pierre le 30 mars 1644. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ah, ils partent avec leurs 2 enfants, leurs 2 garçons. Leur fils Thomas, il a 2 ans. Et le petit Jean, qui a 20 mois. Eh bien, après ce genre de voyage, je vous en parlerai un peu plus tard, les 2 enfants et les parents arrivent sains et saufs, tranquillement, et s'installent à Cap-Breton pour fonder une belle vie. Autre famille, il y en a énormément, j'en ai pris quelques-unes. Marie Girardot et Pierre Catineau. Je vous signale d'ailleurs que très souvent, quand vous avez des noms qui se terminent en EAU, AU, AUD, AULTO, très souvent, ce sont des gens qui viennent des Charentes, de Poitou ou de la Vendée. Donc, Marie Girardot et Pierre Catineau se sont mariés en 1718, on est déjà plus tard, mais en 1718, ils ont signé leur engagement. Il y a toujours des engagés pour la Nouvelle-France. Ils sont ensemble tous les 2 engagés chez Maître Desbarres, le notaire, et partent le 18 février 1726 pour la compagnie de l'île Saint-Jean. Alors, ce voyage. Si le soldat Jean-Louis Pareto regarde l'immensité liquide avec angoisse, c'est que, comme presque tous les émigrants, il n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Qu'il vienne de La Rochelle, d'un village de la côte, de pleine campagne ou de n'importe où en France, c'est la même chose. Quand il a signé pour travailler 3 ans, quand la fille du roi va fonder famille, les familles vivent dans un monde meilleur, on ne parle peut-être plus de guerre de religion là-bas, les religieux pour évangéliser les sauvages, les administrateurs pour représenter le roi et ses lois. Que se passe-t-il? Étienne, Mathurin disent adieu à leur famille, sachant qu'ils ne reverront pratiquement et très probablement jamais les tours de La Rochelle. Quand on a des gens d'ex-Nouvelle-France, du Canada française qui viennent à La Rochelle, ils disent toujours la même chose. On imagine notre ancêtre qui s'est retourné sur le bateau et la dernière chose qu'il a vue, ce sont les tours dans ce sens-là. La Saint-Nicolas à droite, la Chaîne à gauche. Il partait et la dernière image de France, c'était les 2 tours de La Rochelle. Alors, ils préparent quoi? Un coffre, un sac, leurs vêtements, un peu de nourriture, un flacon de vin et bien sûr l'outil fait à leurs mains, le signe de leur métier. Les filles ont un petit souvenir d'enfance, une image, une croix. Quant aux familles, elles embarquent très souvent avec un petit meuble, souvent un tableau qui représente un ancêtre qu'on emporte avec soi. C'est la famille qui va continuer là-bas. Certains ont un instrument de musique, un vêtement de fête, la coiffe ou le châle, la veste de cérémonie, souvent du mariage.
mais tous partent avec eux, leurs souvenirs, leur langage, leur tradition, leur culture, celle de leur province d'origine, qu'ils remettront évidemment en avant une fois arrivés. Ils vont chercher l'aventure, échapper pour les soldats est toujours en guerre. L'anglois, le hollandais, l'espagnol. Et Catherine, Marguerite, Jeanne ont-elles vraiment le choix? Ben non. Confiées par leur famille aux sœurs de la Providence, en général, elles n'ont pas le choix, elles doivent partir, bien entendu. De toute façon, les filles à l'époque devaient se marier. Alors, si le départ est joyeux, ils ne savent pas ce qui les attend. Pour un minimum de 40 jours de traversée dans les meilleures conditions. Je fais un petit stop sur cette photo, car elle représente en fait, si vous avez dû voir ça, vous les Québécois, Radio-Canada a fait une télé-réalité historique sur le navire L'Espérance. Et nous avons ça en France, la Grande Traversée. Et 11 jeunes sélectionnés sont partis entre une vingtaine d'années et 40 ans pour le plus âgé, garçons et filles, pour vivre exactement comme les ancêtres, les vêtements, la nourriture, etc. Alors, exactement dans les conditions que je vais vous décrire, on est très nombreux à bord, c'est la promiscuité. Le manque d'hygiène, bien entendu. J'attends pour que Charlotte, voilà, les latrines ici. Bon, ça, c'est vraiment les photos de la Grande Espérance. Ils ont vécu de la même façon. La nourriture, développe des maladies, bien entendu, des produits de farine, salés, en pique, n'ont aucune intimité. La maladie contagieuse se développe vite, les morts sont nombreux, on dort très mal dans ce hamac, le bruit, la chaleur, l'odeur, le mal de mer. Ils le savent, mais malgré tout, ils ont tenté l'aventure. Alors, ça explique qu'avec le négoce, les pelleteries, dans un sens, les passagers de l'autre sens, et tout ce qu'il faut pour nourrir la colonie, La Rochelle a été le plus grand port de départ pour le Canada français pendant des dizaines d'années. Quand vous faites votre généalogie, vous voulez connaître vos ancêtres. Je me souviens, c'est votre devise au Québec. Mais en fait, c'est aussi celle de la France qui se souvient effectivement de vous, car un peu partout fleurissent les souvenirs de vos retours sur la terre de vos ancêtres. Les Charbonneaux d'Amérique ont posé leur plaque à Maran, d'où est issu Olivier Charbonneau. Il a d'ailleurs regardé un souvenir très particulier. Il est parti avec sa femme, et il me semble Marie Garnier a dû décéder, et Olivier Charbonneau, ou peut-être est-ce son fils, je ne sais plus lequel, il faut que les généalogistes recherchent. Il a épousé une Amérindienne, et l'Amérindienne que vous voyez sur cette pièce que m'a donnée mon ami Denis Racine, cette pièce $1 de 2000, eh bien, le bébé qui est dans le dos est le premier bébé fils d'une Amérindienne et d'un Français, Rochelet d'ailleurs, enfin de Maran, fils d'Olivier Charbonneau. Et c'est pour ça qu'elle est sur cette pièce de l'an 2000 $1. Ensuite, j'en ai pris que quelques-uns, il y en a beaucoup dans ma région. Les Archambault sont sur l'église de Dompierre-sur-Mer, tout à côté de La Rochelle. Voilà la plaque à Jacques Archambault qui dira quelque chose à Denise. Le chemin des Perron, on a parlé de François Perron, de Daniel Perron. Et voilà ici à gauche Guy Perron, qui vit au Québec et qui revient très régulièrement en France et qui inaugure son chemin, le chemin à son ancêtre, avec le maire de Dompierre-sur-Mer. Bien entendu, le mémorial de Brouage, extraordinaire, siège de l'association France Nouvelle France. D'ailleurs, quand vous avez vu la reconstitution historique de Paul Chaumden-Maisonneuve et de Jeanne Mance-Partant, le prêtre qui était devant, qui est un vrai prêtre,
nous avait fait la joie de mettre cette magnifique chape dorée et qui les a bénis réellement. Ils sont partis sur un bateau symboliquement. Et bien, ce prêtre donc, est le président de l'association France-Nouvelle-France. Donc, bien entendu, Brouage, c'est le vitrail de Jeanne Mans, celui de Marguerite Bourgeois, on l'a déjà vu. C'est Champlain, bien évidemment, des plaques, des vitraux, tous donnés d'ailleurs par l'ancien Canada français, l'ancienne Nouvelle-France, et aussi Monseigneur Saint-François de Laval, Montmorency, premier évêque. D'autres villes et villages de Charente-Maritime portent vos souvenirs, et à La Rochelle, nous avons décidé, l'association Pays Rochelais Québec de la Fédération France-Québec Francophonie vous a offert à vous, Québécois, Acadiens, voilà 11 Cajuns qui sont revenus sur les lieux de La Rochelle, de leurs ancêtres, habitants de Louisiane ou d'ailleurs en Amérique, nous vous avons offert une plaque pour honorer tous les migrants pionniers qui ne sont jamais revenus à La Rochelle. Inaugurée, comme vous le voyez, le 15 septembre 2018. Mais vous, les descendants, vous revenez dans l'église Saint-Sauveur, celle où l'on attendait la bénédiction en priant il y a quelques siècles. Une chapelle vous a été réservée, elle est votre mémorial. L'évêque de La Rochelle, Saint et Saint-Pierre et Miquelon, on aime bien prendre la mer à La Rochelle, l'a même consacrée en 2019 à Saint-François de Laval. C'est la seule chapelle ou église en France consacrée à Saint-François de Laval. Vous faites votre généalogie, vous retrouvez vos ancêtres. Ils sont partis de La Rochelle par un doux jour de printemps. Bon, forcément, partez au printemps jusqu'à l'été, jusqu'à ce que le Saint-Laurent soit pris en glace. Et vous revenez les honorer avec une plaque à leur nom. Là, j'ai une surprise pour quelqu'un qui nous écoute. Je l'ai eu ce matin. Charlotte va nous montrer ça. La surprise. Ah, on a perdu Charlotte. Et voilà, Marguerite, j'avais pensé à toi, bien entendu. La première plaque posée dans le mémorial, c'est Marguerite La Rochelle, descendante de Michel Gaudron, dit La Rochelle, avec sa cousine et avec des La Rochelle qu'elle ne connaissait même pas et qu'elle a découvertes pour l'occasion. Et puis, alors, elle est à la Cuivrée, Marguerite. Nous avons un pacte d'amitié avec elle, à l'association. Bien entendu, après, l'association des Trudeau et Trudeau d'Amérique, qui est venue mettre son hommage, avec Jean-Claude Bonin, extraordinaire historien, qui est plus souvent en costume qu'en jean d'aujourd'hui et qui m'a énormément aidé. Sur sa moto, il allait refotographier les plaques un peu lointaines. Denise Lafont, que vous connaissez peut-être, qui est venue avec son beau voyage dans toute la région et qui a mis sa plaque avec ses 30 participants que vous voyez ici, qui sont assis dans La Rochelle. C'est le parcours mémoriel qu'on vous fera faire si vous venez. En 2020 étaient prévus les Richard, les Patoines, pour Nicolas Patoile, Louise, je ne sais pas si tu es là, les Dandonneau, d'autres familles encore, nous sommes en train de voir avec elles, veulent honorer leurs ancêtres. Et quoi de plus merveilleux pour nous que de vous emmener sur le parcours mémoriel La Rochelle-Québec, de vous montrer les lieux où ont vécu vos ancêtres, de vous emmener dans la rue de la Boucherie de Michel Gautron dit La Rochelle. Là, il était là, les charpentes de Trudeau, de vous montrer les 3 tours. Alors, je me souviens, c'est aussi un peu notre devise. On vous attend tous à La Rochelle. Venez. Dans les vieilles rues, le parcours mémoriel, les choguettes de la rue des Bonnes Femmes, la rue du Beurre. On vous attend. Compagnie franche de la Marine, à droite. Christophe, qui est officier dans la reconstitution historique des compagnies franches. Alors, regardez, en dernier lieu, le symbole de la ville de La Rochelle.
qui ne va pas tarder à arriver. Merci Charlotte. Vous voyez à droite, le blason, le bateau, ça vous dit rien? C'est exactement le symbole de la ville de Québec. C'est le même. Encore un lien entre La Rochelle et sa région et le Québec. Alors, La Rochelle, effectivement, c'est la ville du Royaume de France, la seule qui a continué à aller dans cette colonie de Nouvelle-France après 1763, la seule. C'est pour ça qu'on a autant de souvenirs avec vous. Voilà quelques histoires que je voulais vous conter. Et mine de rien, vous qui faites votre généalogie, je vous ai donné 45 noms de Rochelais ou de gens partis de La Rochelle. À très bientôt. Bravo Marion. Merci Charlotte. Il y avait un petit décalage, je te voyais, mais... Mon Dieu. C'est pas grave. Ça a été parfait. Et on voit que Charlotte, ça gèle aussi un petit peu. C'est un petit peu normal tout ça. Écoutez, on a fait notre gros possible. Écoutez, Marion, ça a été un pur délice de vous écouter. J'ai laissé prolonger parce qu'habituellement, on prend à peu près 1 heure en tout. On a dépassé largement, mais je pense que les gens étaient hyper intéressés parce que le nombre n'a pas baissé, ce qui veut dire que les gens étaient vraiment à l'écoute et vous écoutaient. Merci, je ne pouvais pas vous arrêter parce que vous avez tellement travaillé. Vos amis, Janie, Jean-Claude, avec les motos, aller reprendre des photos. Alors, on a été jusqu'au bout de votre présentation et je pense qu'on a eu un beau résumé du départ de La Rochelle. Ça a été super, super intéressant. Merci pour le bon travail. On a quand même quelques petites questions. On va passer rapidement parce que je sais que c'est l'heure du lunch et on a une autre présentation à 14 h. Alors, Charlotte, il y a quelques questions. Tu m'aides? Alors, attendez. En tout cas, je veux juste dire à Marion que les gens t'écoutaient, puis les gens mettaient des commentaires, les gens trouvaient ça super intéressant. C'est vrai que ça fait bizarre quand on n'a pas on les entend pas, là, mais je peux te rassurer qu'on disait on t'écoute, on t'écoute. Je voyais des petits messages. Je me dis, c'est que quand Denise m'a proposé de faire cette conférence, il se trouve que je suis en Bretagne, je vous signale d'ailleurs, l'horloge morbihannaise derrière moi, le bateau et mes poutres qui ont 250 ans, puisque ma maison est de 1769, 20 ans avant la Révolution. Et étant en Bretagne, stupidement, je n'avais rien emporté sur le Québec. Et ça a été un travail de tout pays Rochelais-Québec pour arriver à produire cette conférence. Je suis ravie qu'elle vous ait plu. Je vous laisse parler. Ouais, merci aux gens de Pays Rochelais qui ont mis la main à la pâte en si peu de temps pour monter une si belle présentation. Merci. J'ai une petite question qui demande, Marion, est-ce que c'était valorisant? Ben, la question exacte, c'est est-ce que c'était un honneur d'être une fille du roi puis d'aller à la découverte du nouveau continent? Comment c'était, perçu peut-être autour? Alors, je vais essayer d'être politiquement correcte, comme on dit. Mais en fait, les filles du roi, contrairement à ce qu'on a pu faire croire quelquefois aux Québécois, et en France, c'est maintenant très connu, n'étaient pas, parce que je m'attendais à cette question en premier, n'étaient pas des prostituées ou des prisonnières. C'était vraiment des jeunes filles qui étaient confiées à des religieuses, quelquefois pendant 10 ans. Les premières filles qui partent, ça fait 2 ans qu'elles sont à la Providence. Vous les imaginez, ces jeunes filles pures qui apprennent à lire et à écrire, oui, mais qui sont avec des sœurs religieuses. Donc, c'était un honneur. Et aujourd'hui, il faut être fier d'avoir une ancêtre fille du roi. En France, dans la généalogie, dans les livres généalogiques, on trouve, je ne sais pas moi, Marguerite Ardion, virgule, fille du roi avec des majuscules. C'est comme un titre de noblesse. Est-ce qu'elles étaient fières de partir? Elles étaient assez fières de partir et comme je l'ai dit, elles n'avaient pas vraiment le choix, les orphelines. Mais arrivée là-bas, la femme à l'époque, elle était faite pour faire des enfants. Donc, on l'obligeait à partir. Ça faisait un peu peur, c'était un monde nouveau. Mais au fond, elles se mariaient, elles ont eu de très bonnes familles, elles ont eu beaucoup de descendants. Et savoir, je ne peux pas mettre dans leur peau. Au début, il y avait sûrement de la crainte.
Et finalement, elles ont fait des très beaux couples et des très belles familles. Je suis bien d'accord. Je vois une question ici, ça dit « Le couvent de la Providence actuel est-il bien situé à l'endroit où se trouvait le couvent fondé en 1659? » Totalement oui. Exactement, je vous ai mis la gravure au début, à un moment du couvent. C'est exactement là. Les Sœurs de la Providence étaient encore là, j'en ai connu. Quand on a fait les Filles du Roi qui revenaient à La Rochelle en 2013, il y avait 4 sœurs qui sont venues planter le rosier qui s'appelle Québec. Et aujourd'hui, il y a encore la petite partie couvent, mais il n'y a plus de sœurs, elles étaient très âgées. Mais c'est exactement à cet endroit-là. Il y a toujours la chapelle, je l'ai vu, il y a toujours le couvent autour. Et autour, maintenant, c'est la grande école qu'on appelle Notre-Dame-Fénelon-la-Providence. OK, d'accord. Ici, c'est plutôt un commentaire qu'une question. L'appellation Filles du Roi n'est pas contemporaine à leur immigration. L'expression ayant été utilisée pour la première fois par Marguerite Bourgeois près de 25 ans après l'arrivée du dernier contingent. La source vient de Landry-Yves, Les Filles du Roi au XVIIe siècle, BNQ, page 9. Très bien. Donc, ça fait, ce serait alors donc, ça répond un peu à la première question. Ce serait un titre qui daterait de 1693, puisque les dernières filles sont parties en 1673. Mais Marguerite Bourgeois les connaissait bien, puisqu'elle venait au couvent de la Providence. C'est vrai, hein? Ce que je vous ai raconté, juste Mathurin et Étienne se sont-ils connus? Probablement, ils sont partis sur le même bateau. Jean-Louis, peut-être pas, vous voyez, mais tous les personnages sont parfaitement vrais. Oui, parce qu'on me demande justement la fameuse Jeanne. Tu as parlé de Jeanne. Elle veut savoir, la personne veut savoir est-ce que c'était un personnage fictif ou réel et si tu avais son nom de famille. Alors ça, Jeanne, non, Jeanne est inventée, mais vous pensez bien que dans un couvent de jeunes filles et de petites filles, il y en avait bien une qui était la rigolote de l'endroit et qui faisait rire tout le monde. Et il y a eu beaucoup de Jeanne qui sont parties, mais elle, voilà, c'est Jeanne. Mais tout est plausible, hein, tout ce que j'ai dit est plausible. On ne sait pas si Catherine Polo a été recrutée par Marguerite Bourgeois, mais on sait que Marguerite Bourgeois est venue 5 fois, dont très certainement la première fois en 1663. Vous voyez, c'est plausible. Par contre, Chaudet est parti en 1641. On est 25 ans avant les premières filles. Parfait. J'ai juste une dernière question. Vas-y, Denise. Oui, vas-y, Charlotte, allez-y. Vas-y, Charlotte, avec la dernière question. Oh non, moi, c'était juste un petit commentaire parce que des fois, on a des questions vraiment pointues, plus généalogie et vraiment sur les noms de famille. Mais ça, je vous invite à peut-être nous envoyer un petit email, puis on va vous référer à la bonne personne parce que Marion ne sera peut-être pas en mesure de répondre correctement. On veut aussi prendre le temps avec vous. Donc, c'était juste ce petit commentaire-là. Je vois quelque chose de Monique Ricard qui est très intéressant, qui vient d'écrire qu'elle représente Louise Gargotin depuis le 2012. Et ce sont ces jeunes femmes et jeunes filles, elle s'est peut-être vue sur la photo, qui ont signé, qui sont venues sur le trajet. Et elle personnifie Louise Gargotin. Vous voyez que l'histoire n'est pas morte, hein, elle est toujours vivante. Non, hein, les gens... C'est tout un monde dans la généalogie. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre. Moi, je viens de tomber là-dedans il y a quelques années. J'ai développé une grande passion. Marion, encore une fois, un gros merci. On doit finir parce que les gens sont à l'heure du lunch ici, puis bientôt, en France, on doit préparer le repas du soir. Et nous, on doit préparer la prochaine présentation à 14 h. Alors, avec 14 h, on débute avec M. Alain Bourreau. C'est un passionné de généalogie, vous allez voir. Il va vous parler surtout du Poitou. Et Mme Michèle Debin de Châtellerault. On va vous parler de Châtellerault, Québec, Acadie, bien sûr. Alors, on a 2 bonnes conférences à 14 h. J'ai aussi quelques annonces, peut-être, je l'avais noté hier, c'est le Centre de la francophonie des Amériques, parce que Marion l'a noté tout à l'heure, on est dans le mois de la francophonie. Il va y avoir une conférence Heure du Québec attendez, à 18 h, je crois que c'est le 24. Je sais qu'il y a un panéliste qui me l'a mentionné. De toute façon, vous allez retrouver, attendez, je l'ai ici, là. Ça s'appelle Francophonie au pays de l'oncle Sam.
Et c'est le 24 mars à 18h heure de l'Est ici. Donc, 1 heure plus tard dans les Maritimes et 5 heures plus tard en France. Alors, c'est vraiment un sujet qui nous touche aussi parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont partis vers les États-Unis. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. Et dans la même veine, l'Association Québec-France de la Naudière a un invité qui s'appelle André-Carl Vachon. Lui, c'est sur l'histoire de l'Acadie. Alors, André-Carl Richon, c'est le 11 avril à 10h, qui est un dimanche matin. Alors, on a un petit tirage aussi. Je voulais juste une note, peut-être, je reviens sur le Centre de la francophonie des Amériques. Si vous devenez membre, vous pouvez louer des films, pas des films, oui, des films aussi, mais des livres en ligne. Et je sais que la Société d'histoire des Filles du Roi ont des volumes qu'on peut louer et lire en ligne. C'est fait par la Société d'histoire des Filles du Roi. J'en ai vu quelques-uns de passage. Donc, c'est intéressant parce que parfois, ces livres, on a de la difficulté à les trouver. Donc, c'est un endroit où on peut trouver ces petits bijoux de lecture. Voilà. Alors, on fait un petit tirage, Charlotte. On termine avec le tirage. Je pense que j'ai passé. Et on va avoir sur le site web aussi des outils comme l'Association Généalogie de la Charente. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien aussi. Les navires, nouvellefrance.net. Donc, si vous faites des recherches sur quel bateau votre ancêtre est peut-être traversé, vous allez le voir aussi. Et le petit tirage. Oui, j'ai trop de pages d'ouvertes, ça ne sera pas très bon. OK, on est ici. Partager. Donc, vous voyez bien mon écran. Donc, on a rentré la liste de tous les participants. Denise Lafont, je vais t'enlever, mon Dieu. Hein? Tu n'as pas le droit de participer, Denise. Non, je sais. On est là. C'est l'étonnante destinée de Pierre Boucher. Oh! Non, c'est mon image d'hier. OK. Résultat en bas. C'est Henri Buteau. Là, c'est... OK, Non, il avait gardé ma... Il avait gardé la liste d'hier. Donc, c'est Henri Buteau. En passant, on a eu 200 inscriptions. C'est normal. Il y a eu 138 personnes qui ont assisté du début à la fin à la conférence. Donc, pour nous, c'est mission accomplie. Je trouve que c'est un bon résultat. On en est très fiers. Merci, Marion, pour ce beau travail. Vous allez pouvoir prendre vos vacances maintenant pour de vrai.